Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce numéro de la chronique des barbaries, donc du 23 avril 2021. Donc, une nouveauté pour cette chronique, elle est diffusée sur différents médias simultanément, tant sur Facebook, ce qui était déjà le cas habituellement, mais également sur YouTube et sur différents autres médias comme VK, etc. Donc voilà, une diffusion simultanée. Alors, ce soir au programme Émergence, il y a quelques nouveautés à dire. Le thème principal de ce soir, démocratie et tirage au sort. Un regard sur la semaine, nous commencerons par ça. Et puis nous finirons évidemment par un hommage à des victimes des barbaries. Mais avant de rentrer plus avant dans le sujet, bien entendu, nous commençons par une maxime de Gaston Courtois, que nous avons peut-être déjà citée, mais qui est fondamentale. Et nous qui sommes en train de rédiger justement la Constitution, nous allons y revenir d'ailleurs, cette maxime destinée au chef, justement, et ce que c'est que le fait de diriger, eh bien, est tout à fait approprié, me semble-t-il, à rappeler. Donc, alors, pour vivre, un pays a besoin que les individus choisissent une doctrine, s'y maintiennent, s'y fixent une règle, une consigne. J'ai choisi, je me suis imposé une discipline, servir. Voilà, donc cette maxime de Gaston Courtois, qui je crois l'avait reprise d'un général, du général Weygand, je crois. Donc c'est voilà, le service en fait, quand on a l'honneur, la responsabilité de servir, de diriger, de commander, eh bien cette légitimité ne peut venir que du service, justement, que l'on rend à la collectivité. Donc ça veut dire qu'on se met au service de la collectivité et qu'on ne commande pas pour son bon plaisir et pour sa gloriole ou son intérêt personnel. Servir. Ça doit être le maître mot de tout dirigeant, de tout représentant, de toute personne qui exerce une responsabilité de commandement, de direction. Alors, émergence, eh bien justement, c'est à l'occasion justement des ateliers de rédaction de la Constitution, donc, que nous menons déjà depuis un certain temps, mais que nous avons rendu public à partir d'hier, qui était la première session justement qui était diffusée sur différents médias comme nous le faisons là actuellement. Et donc c'était intéressant justement de le faire. Bon, il y a eu quelques petits soucis techniques, mais bon, qui vont se régler au fur et à mesure. Et donc, ces ateliers, ils vont avoir lieu tous les mercredis et tous les jeudis lors des directs Agora, donc qui vont être dédiés à cela, le mardi et jeudi. Donc, c'est ouvert à tous ceux qui veulent y participer. Et justement, nous travaillons sur, nous sommes au préambule et nous travaillons sur les besoins de l'âme. Et nous en étions arrivés à la responsabilité, et justement, une des responsabilités qui était celle du commandement. C'est pour ça que j'ai choisi cette maxime que je pense avoir peut-être déjà citée dans une autre émission, mais qui était particulièrement adaptée à ça. Donc ça va être rendu public, mais c'est déjà public si vous participez, évidemment, à ces directs Agora, dont le lien est là-haut et sera rappelé, évidemment, sur le site de Une perspective, la 6e République. Donc ça permet de changer le système, mais les autres éléments, évidemment, puisqu'on propose une voie, eh bien c'est les manifestes émergences qui expliquent justement toute la démarche d'une perspective la 6e République, qui est une démarche politique, vous le savez, évidemment, mais qui est une démarche idéologique qui sous-tend cette politique, mais aussi une démarche spirituelle, une démarche également sentimentale, et tout cela
dans un objectif, c'est d'initier, de lancer, d'impulser un rebond civilisationnel, puisque le contraire, si nous plongeons vers la barbarie, c'est justement notre civilisation est à bout de souffle et qu'il convient justement de la faire rebondir, évidemment avec des particularités, et le Tao spirituel, émergence spirituelle, justement, donne une autre orientation, donc qui ne nie pas l'histoire, hein, qui ne nie pas notre histoire évidemment, mais une orientation qui permet justement de rebondir et d'ouvrir une perspective réelle et réaliste, je dirais, mais aussi spirituelle, réaliste et spirituelle en même temps, hein, c'est pas contradictoire, pour l'avenir, pour justement que nous ayons un avenir pour nous et nos enfants. Plus près de nous, parce que voilà, il y a différentes temporalités hein, dans l'offre d'une perspective de la 6ème République, il y a aussi le court terme, et là c'est le plan d'urgence, donc qui devra être d'une dizaine de mesures qui devraient être mis en œuvre justement juste après l'élection présidentielle. Ça c'est pour répondre aux urgences, à ce qui doit être fait au plus vite. Eh bien, la consultation pour choisir les mesures, eh bien, elle est ouverte, elle est disponible, elle est ouverte à tous, moyennant une inscription sur le site. Eh bien, je vous invite à y participer très largement également. Voilà, le lien également est disponible sur le site, bien entendu. Enfin, si vous voulez vous engager un peu plus, mais un peu plus, je ne suis même pas sûr que ce soit le mot, puisque ces mini-cartes, elles sont très faciles à distribuer autour de vous. Ce sont des cartes au format carte de visite que vous pouvez donner à vos amis, à votre entourage, à des gens avec qui vous discutez politique, justement pour populariser et expliquer et donner les moyens justement d'expliquer aux personnes où est-ce qu'ils peuvent consulter et avoir toutes les explications sur la proposition d'une perspective de la 6ème République. Alors, rentrons maintenant dans le regard sur la semaine. Bon, c'est un peu un rituel, c'est un peu un rituel obligé, puisque c'est le phénomène quand même majeur et qui touche absolument tout le monde, et sur toute la Terre, en plus, de la barbarie vers laquelle nous tendons et dans laquelle nous avançons. C'est le Covid, hein, évidemment, qui est lié très directement, hein, je le répète, c'est pas un problème que sanitaire, c'est en premier lieu un problème politique et un problème justement lié à la mondialisation et au monde néolibéral tel qu'il est aujourd'hui. Donc ça c'est, on voit le nombre de décès là, sur les 7 derniers jours, donc 2091 décès en France, et là j'ai mis la courbe des nouveaux cas par jour en France. On voit bien les 3 vagues, hein. Donc on est dans la 3e vague, là, sachant qu'on est à peu près à 10% de la population qui a été touchée par le virus. Donc voilà, quoi. On n'est pas sorti de l'auberge, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et notamment par rapport à tous ces variants, notamment le variant brésilien, hein. Donc là j'ai fait une moyenne sur 10 jours, sur les 10 derniers jours du nombre de décès quotidiens. Là, c'est quotidien, hein. Vous voyez, en France, c'est sur 7 jours, il y a 2091. Au Brésil, c'est 2626 morts en moyenne par jour, sur les 10 derniers jours. C'est-à-dire ils ont plus de décès en un jour, pour un pays qui est juste 3 fois plus grand seulement. Voilà. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, on va rigoler un petit peu. On va rigoler un petit peu parce que le quartier, comme l'appelle Michel Clouscar, commence à réagir. Et c'est assez intéressant de manière dispersée. Vous savez, j'ai envoyé les manifestes émergence à certaines personnalités, et notamment j'ai envoyé à l'Association pour l'étude de la pensée de Simone Veil, puisque nous appuyons énormément sur Simone Veil. C'est même le cœur du cœur de la proposition, puisque c'est dans le préambule, c'est les principes qu'a posé Simone Veil, justement, sur lesquels va reposer justement la nouvelle Constitution, et donc c'est vraiment un apport absolument indispensable. Alors, je vais vous lire la réponse, en partie tout du moins, justement de cette association, et en la personne de son président. Et il dit, en gros,
je ne vois pas en quoi vos orientations sont fondées sur les apports de cette philosophe. C'est d'un comique absolu, quoi. C'est-à-dire que, après, en plus, il dit, après une lecture attentive. Une lecture attentive, il n'a pas du tout lu de façon attentive, parce que s'il avait lu attentivement, il se serait bien rendu compte que tout ce que l'on met au cœur de la Constitution, c'est-à-dire les principes sur lesquels vont reposer tout le droit, toute la hiérarchie du droit, on est déjà sur la Constitution, mais le préambule, c'est encore le cœur du cœur, je veux dire, hein, c'est vraiment ça. Mais pour lui, ça compte pas. C'est très marrant. Et il met même un truc, parce qu'on parle du Tao spirituel, parce que le Tao, pourquoi est-ce que le Tao, ça aurait pu être autre chose? C'est simplement une philosophie et des principes qui correspondent très exactement à la démarche qui avait été initiée dès le mois d'août. À l'époque, je connaissais le Tao comme ça, mais c'était même pas identifié, si vous voulez. C'est juste que ça, j'ai cherché quelque chose qui existait déjà, et qui était proche de ce à quoi on arrivait en termes de raisonnement. Et bah, je suis retombé dessus, comme plein d'autres, j'ai eu l'occasion de le dire, redécouvre dans les mercredis de l'espoir, pas plus tard que dans les mercredis de l'espoir de mercredi dernier, on redécouvre toujours la même chose. Donc ils ont découvert ça il y a 2600 ans, bah, on le redécouvre de la même façon aujourd'hui. Et lui, il traduit ça par saupoudré d'un petit supplément d'orientalisme. Pauvre homme. Alors, pauvre homme, peut-être pas, justement. Parce que, justement, le quartier réagit. Le quartier réagit, et on va voir que... Enfin, voilà. Simone Veil a de quoi pleurer, hein, je pense elle a de quoi pleurer, effectivement, puisque la personne c'était son second grand œuvre, l'enracinement, c'est la base sur laquelle on s'appuie, hein, vraiment de façon fondamentale. Et donc, ça veut dire que le président de l'association, soit il n'a pas compris, soit il ne veut pas comprendre. Ah, ça c'est peut-être plus intéressant comme truc. Hein. Parce que, alors en parallèle de ça, on va voir le quartier réagit, donc ça c'est une première chose, mais il y a aussi le refus de 3 articles de 1 PCCR par Agoravox. Or, bon, ce n'est pas des articles journalistiques, évidemment, puisque ce sont des partis, des options politiques, mais on les a publiés dans la partie Tribune Libre. Il y a une partie Tribune Libre dans Agoravox. Donc j'ai refait encore une tentative aujourd'hui, hein, mais 3 refus. Or que, bon, bah, c'est des choses justement en disant il y a une initiative, Simone Veil, enfin il y a eu différents postes de différentes natures, y compris l'interview avec Akina qui a eu lieu lundi, il y a 15 jours. Refusé systématiquement. Il faut quand même savoir que ça a été créé à Agoravox par des gens qui sont dans le système, hein, quand même. Hein. Ça a l'air comme ça, mais c'est quand même Jean de René qui l'a créé. Bon, les gens qui ont un petit peu de bouteille, ils voient qui c'est. Et puis son acolyte Revelli, je crois, Carlo Revelli, pas le physicien, il ne faut pas confondre, je crois que c'est Rovelli d'ailleurs, le physicien. Voilà, ils font bien partie du quartier. Hein, Et donc, c'est bizarre, 3 articles et 3 refus. D'ailleurs, le quartier réagit aussi, j'ai vu, là, j'ai pas encore eu le temps de voir totalement la vidéo de Tatiana Ventose, mais visiblement, elle s'est fait attaquer également aussi par toute la clique de journalistes, de Onthoven, et tout ce microcosme-là, hein, parce que bon, je ne connais pas Tatiana Ventose personnellement, mais on peut dire quand même qu'on tient des discours qui se ressemblent. Hein. Il y a une partie, il y a un tronc commun, ce qu'on pourrait dire, qui se retrouve. Et elle aussi, elle a été attaquée. Donc, le quartier réagit. Et donc, c'est assez intéressant, puisque du coup, ça veut dire que nous progressons malgré tout. Ça veut dire que même si numériquement, la progression est lente, eh bien, en fait, au départ, c'est Idriss Aberkan qui dit ça. Bon, après, voilà, je pense que ça, c'est assez pertinent. Hein. C'est la chose, je pense, la plus pertinente qui dit. Hein. D'ailleurs, il a fait des conférences à ce sujet. C'est qu'en fait, les révolutions, les grands changements, en fait, ils passent par 3 stades, par 3 étapes. Au départ, on les prend pour ridicules, et donc on les ignore. Après, on les considère comme dangereux, donc on les dénigre. Et puis après, on les met comme évidents, on les banalise. Et là, je dirais que le fait que le quartier réagisse, c'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, quelque part,
on est passé de l'ignorance au dénigrement. Là, notamment comment il dit déjà, saupoudré d'un petit supplément d'orientalisme. Vous voyez, on est passé dans on est à la fracture du ridicule, donc au dénigrement. Hein. On commence à être là-dedans. Donc, ça veut dire qu'on progresse, que nos idées dérangent et qu'elles appuient là où ça fait mal. Donc, ça, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Alors, là, par contre, une moins bonne nouvelle, enfin, c'est quand même... ça fait partie des choses qui sont à l'origine d'une perspective de la 6ème République, la barbarie, le fait que nous allions vers la barbarie. Eh bien voilà, des violences urbaines, là j'ai mis le Twitter de sapeurs-pompiers du 59, du Nord. Violences urbaines tous les soirs depuis la soirée du 17 avril, donc suite à une intervention de police pour un rodéo à Tourcoing, dans le quartier de la Croix-Rouge. Et hier, une école maternelle a été incendiée. Voilà. Et, qui plus est, les pompiers, donc, qui étaient en train d'intervenir, ont été pris pour cible avec des tirs de mortier de feu d'artifice. Donc voilà. Dans quel monde sommes-nous pour qu'on se mette à brûler des écoles? C'est comme si on brûlait des livres, on brûle des écoles pour que les enfants puissent plus recevoir de l'instruction. Quel endroit au monde, autre qu'une barbarie, est cet endroit où on tire sur des gens qui viennent porter secours aux autres ou à l'incendie d'un bâtiment? Où est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la barbarie. Quel autre mot vous pouvez donner à ça? Les gens qui nient la barbarie, qui la sous-estiment, Parce que là, j'ai pris cet exemple-là, mais il y en a d'autres, y compris dans le Nord, y compris dans la région de Lille. Hein. Voilà ce vers quoi nous allons. À vous de voir, les Français, hein, à vous de voir si vous voulez continuer comme ça, ou si vous pensez qu'il faut réorienter les choses. Et c'est des choses qui ne se voyaient pas. 50 ans en arrière, mais personne n'aurait brûlé une école. Personne n'aurait tiré sur des pompiers. Vers quel monde allons-nous? Il faut réagir vite et bien. Alors, par contre, maintenant, une bonne nouvelle, une meilleure nouvelle, je dirais, le peuple uni au Chili a réussi à se réunir, à s'unifier, à se rassembler autour du sujet constitutionnel. C'est ce que on essaye de faire comprendre depuis quelque temps autour d'une perspective de la 6ème République, donc à 78,28% des voix, avec une participation qui est certes que de 50%, mais un peu plus de 50%, mais il faut savoir qu'au Chili, une participation de plus de 50%, c'est supérieur aux autres élections, notamment l'élection présidentielle de 2017, par exemple, qui a eu lieu au Chili. Eh bien, eux, ils étaient plutôt à 48%, donc c'était avec une participation importante pour le Chili, en tout cas. Donc 78,28%. Je rappellerai le score du référendum sur la Constitution proposée par le général de Gaulle en 1958. 80 et quelques pourcents, 82%, je crois. Voilà. Le sujet constitutionnel, bon, je ne parle pas de 2005, hein, on a gagné le référendum à 55%. 55%. Voilà un sujet qui peut réunir les Français. Et c'est bien pour ça qu'il faut tout faire pour se mettre sur ce sujet-là. Alors, par contre, le diable est dans les détails, évidemment. C'est que là, le système, il essaye justement de reprendre un petit peu la main, quoi, parce qu'il a fait ça parce qu'il y a eu un mouvement un peu de la même nature que les Gilets jaunes au Chili, hein, mais avec des affrontements plus violents, avec plus de morts et tout ça, hein, que chez nous. Mais le président là-bas, il a eu l'intelligence, mais rien ne dit que notre Macron, il ne ferait pas un coup comme ça, et nous allons voir dans le sujet suivant, justement, que c'est bien possible,
Donc il a organisé ce référendum, et du coup, là maintenant, ils font ce qu'ils appellent une convention constituante. Donc, et pas une assemblée constituante. Donc, avec justement des choses un petit peu des biais, hein, on va dire. Alors, je ne vais pas les détailler ici. Je vous renvoie à la vidéo, justement, l'interview de Christophe Ventura, qui est un chercheur à l'IRIS, je crois, et spécialiste de l'Amérique latine. Donc, j'ai mis l'interview, et puis j'ai mis aussi le lien vers le référendum, justement, de 2020, référendum chilien. Ben, c'est intéressant à consulter sur Wikipédia. Mais tous ces biais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les forces s'exercent. Parce qu'elles voient bien que si on laisse faire l'Assemblée constituante, bah, il va y avoir une constitution qui risque d'être trop favorable au peuple. Et donc, du coup, ils essayent quand même d'encadrer le truc pour que, justement, ils gardent quand même un certain contrôle sur ce qui va sortir de la nouvelle constitution. Là, ce qui est important, c'est qu'on voit que les forces s'exercent. Là, elles s'exercent en amont, je dirais de manière, entre guillemets, gentille, je dirais. Ça montre simplement une chose, c'est que le meilleur moyen de changer la Constitution, c'est pas forcément de passer justement par une assemblée constituante, parce qu'ils vont essayer, par un moyen ou par un autre, de disqualifier, de décrédibiliser la Constitution qui sera mise en place. Le meilleur moyen de changer une constitution, c'est d'en proposer une. Et à partir du moment où vous en proposez une, eh bien, vous êtes élu là-dessus, vous mettez un référendum et vous profitez de l'élan populaire qui va derrière, et votre constitution, elle est adoptée allez, je vais dire, facilement aux 2/3 des voix. Et là, vous avez une force terrible. Vous avez créé un mouvement, c'est ce qu'a fait De Gaulle. Et on est toujours sur la Ve République. Hein. Après, ils l'ont détricoté, ils l'ont bousillé au fur et à mesure. Bon, elle méritait, hein, parce qu'il y a quand même quelques anomalies. On en a parlé dans d'autres émissions déjà. Mais voilà un mécanisme qui fonctionne. Il faut voir ça comme un point de départ. Surtout si dedans vous avez le RIC constituant et des choses comme ça. Donc à partir de là, c'est un point de départ, c'est proposer une constitution, être élu sur ce projet constitutionnel et l'appliquer juste derrière. Ça se fait en quelques semaines. Vous n'avez pas le processus d'une assemblée constituante avec une instabilité politique qui s'installe, avec justement les facilités pour les forces de s'exercer. Voilà. Efficacement, si on veut être pragmatique et réaliste, c'est la meilleure méthode. C'est la méthode la plus directe. Et c'est aussi le moyen de rassembler largement les peuples. Donc, voilà, je dirais, il n'y a pas photo, quoi. Pour moi, il n'y a pas photo. Après, voilà, on peut dire, oui, mais on n'aime pas, nanana. Ok, mais si on veut que ça marche, il n'y a pas 36 solutions. Ou alors c'est la révolution. Mais ça, les révolutions, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit, justement parce que les forces s'exercent. En interne et par l'étranger, par les services secrets étrangers, par les militaires étrangers, etc. hein. Il y a des réseaux qui sont l'oligarchie, elle est mondiale maintenant. Donc, vous voyez bien qu'ils sont bien solidaires entre eux. Alors, donc voilà, donc je vous invite à consulter cette vidéo et à réfléchir justement à ça. Donc c'est une transition toute trouvée justement pour le thème principal d'aujourd'hui, qui est donc démocratie et tirage au sort, hein, avec le tirage au sort qui est à la mode. Hein. Ça y est, c'est à la mode, hein, tout le monde se saisit de ça. Bon, Étienne Chouard, évidemment, lui, je dirais, il a l'antériorité pour lui, enfin, bon, dans la période moderne, hein, en tout cas. Mais bon, on a Mélenchon, on a Hamon, on a là, il y a une autre vidéo, là, enfin, il y a plein de gens. Il y a même notre ami Macron, entre guillemets ami, puisque sa convention citoyenne, c'est basé sur, justement, le tirage au sort. Hein. Et puis on voit bien comment ça s'est passé. Et puis, il y a notamment le documentaire d'Arte là, qui a été fait sur ça, là, donc, que vous pouvez retrouver sur YouTube, il y a le lien aussi, ici, là-haut. J'en ai fait une petite analyse.
bon, je ne vais pas en parler ce soir, peut-être ça sera l'occasion d'une autre émission, justement pour détricoter un petit peu comment ça s'est passé et comment, en fait, ça se goupille, ces histoires de tirage au sort et d'assemblée tirée au sort, et comment ça peut être, en fait, bidouillé, hein, et comment c'est biaisé, en définitive. Donc c'est un cas d'école qui est tout à fait intéressant. Alors, mais démocratie et tirage au sort, donc c'est le sujet à la mode. Regardons un petit peu de quoi il retourne. Alors, le tirage au sort, pas du tout quelque chose de nouveau, hein. Ça a été utilisé à maintes reprises, là je vois qu'il y a une belle faute d'orthographe d'ailleurs, à maintes reprises dans le passé, antique, hein, donc ça commence à Athènes, hein, c'est l'exemple qui est le plus connu pendant environ deux siècles, hein, avec différentes spécificités, si on peut dire, puisqu'il n'y avait quand même que les élus, que les citoyens, les esclaves étaient exclus, les femmes en étaient exclues également. Il y avait une partie où est-ce qu'il y avait le tirage au sort était réservé à des tribus, donc il y avait un certain nombre alloués par tribu, vous voyez. Donc, bon, c'était un peu... voilà. Mais il y avait du tirage au sort. Mais pas que, hein. Et sans doute avant, d'ailleurs, hein. Il n'est pas du tout impossible qu'il y en ait avant, mais qu'on n'a pas les sources historiques pour le savoir. Et après, il y en a eu aussi, hein, et dans différents endroits, à différentes époques, mais également de nos jours, puisque les jurés de cour d'assises, justement, sont également tirés au sort. Normalement, je crois que c'est sur les listes électorales également. Mais il y a un filtrage qui est opéré déjà, hein. Ce qui est marrant, c'est que dans le tirage au sort, vous avez en fait la capacité de filtrer en amont, quoi. Et on le retrouve quasiment systématiquement. Mais bon, on va voir que c'est un biais. Et sur les jurés de cour d'assises, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que moi qui ai fait de la politique dans ma jeunesse, jamais je serais parti d'un juré de cour d'assises. Vous pouvez être certain que vous ne serez pas. Vous voyez ? Mais c'est vrai aussi de l'élection et du vote, d'une manière plus générale. C'est aussi vieux que la démocratie, puisque dans le système athénien, il y avait des partis qui étaient tirés au sort et d'autres partis qui étaient électives. Donc, vous voyez, hein, il y a souvent en fait un mélange des deux modes, en définitive. Voilà, cohabitation. Alors, il y a un point commun majeur quand même entre la démocratie qu'on pourrait dire élective via le vote et via le tirage au sort. C'est que dans les deux cas, on parle de démocratie représentative, puisque c'est la modalité de désignation des représentants qui change. Mais ça reste de la démocratie représentative. Dans un cas, on vote pour des gens, pour une liste, et dans l'autre cas, on les tire au sort dans un panel, justement, dans un panel. Mais dans les deux cas, ce sont des représentants. Ce n'est pas... Les gens ils disent souvent, ah oui, c'est de la démocratie directe, le tirage au sort. Pas du tout. Le tirage au sort n'est absolument pas de la démocratie directe. La démocratie directe, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est le peuple directement, le périmètre directement concerné, si c'est la nation, la commune, le département ou je ne sais quoi, qui s'exprime directement dans le choix. C'est ça la démocratie directe. Le tirage au sort n'est absolument pas de la démocratie directe. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout. Aucun rapport. Aucun rapport. C'est vraiment une autre démocratie représentative. Donc déjà, les gens qui vous disent que c'est de la démocratie directe, déjà, ils vous prennent pour des imbéciles. ou ils n'ont pas tout compris. Bon, donc ça, c'est quand même déjà une chose importante à poser. Donc ça, c'est un point commun, c'est le point commun majeur quand même, entre ces deux modes. Et un autre point important, c'est de rappeler ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est donc le pouvoir du peuple, mais ça veut dire que c'est le pouvoir de la majorité du peuple. La majorité du peuple. C'est-à-dire que ce soit les représentants élus ou les représentants tirés au sort, ça va être par la majorité, ils sont censés représenter plus ou moins proportionnellement, en tout cas être une image justement représentative du peuple, eh bien ils sont censés représenter la majorité du peuple. Donc la démocratie, c'est le pouvoir de la majorité du peuple. C'est pas le pouvoir du peuple tout entier. Parce que le peuple tout entier, il n'a pas toutes les mêmes opinions, il n'a pas tous les mêmes intérêts.
Donc forcément, il y en a que dans un cas, ils vont voter blanc, et puis d'autres, ils vont voter noir. C'est obligé. Donc c'est le pouvoir de la majorité du peuple. Majorité. C'est très important, parce que si j'insiste là-dessus, c'est pas pour rien, évidemment. Alors, les tirés au sort, le tirage au sort a un certain nombre de particularités, et on va les regarder ensemble si vous voulez bien. Tout d'abord, tous ont égale chance d'être choisis. C'est le principe, hein. Vous avez la liste, vous avez le panel, comme je dis, et dedans, en fait, faut que sauf si le tirage est biaisé, pour des raisons X ou Y, bon, ce qui normalement n'est pas le cas quand même, tous ont égale chance d'être choisis. Donc ça, c'est une première chose. Mais ça, c'est en théorie. Parce que souvent, justement, la base, le panel dans lequel on va tirer au sort, ben, il est ajusté. Il est ajusté forcément, fatalement, en faveur de certaines minorités ou de certains groupes. On l'a vu dans la Grèce antique, c'était en faveur de certaines tribus. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve au Liban. Hein. Au Liban, là c'est sur les cas des religions, où est-ce que, alors c'est pas sur du tirage au sort, mais où les postes sont attribués de façon, en fonction si vous êtes chiite, sunnite, druze ou chrétien. Vous voyez, ça revient un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la base que vous utilisez, eh bien, le tirage au sort est différent. On peut survaloriser un panel. Donc on introduit déjà un biais. D'ailleurs, dans l'exemple chilien dont je parlais tout à l'heure, eh bien, la minorité d'Indiens d'Amérique d'origine, enfin Indiens, je les appelle Indiens, mais c'est peut-être pas le mot, vous m'avez compris, eh bien ils vont être surreprésentés, c'est-à-dire qu'on surreprésente une minorité. Donc du coup, c'est plus vraiment démocratique, puisque la démocratie, c'est le pouvoir de la majorité du peuple. Une autre chose qui va introduire un biais par rapport à cette égalité des chances, c'est la question de la volonté. Parce qu'il y a des gens qui vont accepter, ou pas, donc ça introduit déjà un biais, puisque ceux qui vont accepter ou ne pas accepter, ben, il y a plus de chances qu'ils fassent partie de telle catégorie socio-professionnelle, ou de telle opinion. Donc déjà, ça va introduire un biais d'acceptation. Et puis, il y a aussi un biais dans l'exercice, puisque les gens qui vont être tirés au sort n'ont pas forcément la même volonté, déjà la même volonté, les mêmes volontés en tant que qualitativement, mais aussi quantitativement, c'est-à-dire il y a des gens qui sont plus volontaires que d'autres. Et donc, ça va aussi introduire un biais, puisque des gens, par exemple, qui pourraient être de telle opinion, peut-être que telle opinion, ils ont plutôt tendance à pas trop se mettre en avant. Hein. Ce serait que, par exemple, les gens qui seraient dans le Tao, hein, puisqu'on est plutôt dans le laisser-faire, dans le non-agir et tout ça. Donc cette philosophie ferait que vous metteriez moins en avant, puisque vous êtes tiré au sort et que votre population qui est de ce courant d'opinion, justement sa caractéristique, c'est de ne pas se mettre en avant. Et donc, si vous tirez au sort, vous avez forcément beaucoup plus de chances de tomber sur des gens comme ça, déjà qui risquent de ne pas accepter, et qui ne vont pas, et même s'ils acceptent, ils ne vont pas exercer le mandat, entre guillemets, de la même façon. Donc ça, c'est quand même assez ennuyeux. Donc ça, c'est deux choses qui montrent bien en fait que les chances, du coup, ça relativise les choses. Donc ça veut dire que quelque part, et surtout sur la première chose, c'est que la démocratie, c'est plus de la démocratie, puisqu'on n'est plus dans le gouvernement de la majorité. Hein. Donc ça, c'est souvent un argument, mais par ces deux exemples, je montre bien que c'est pas ces deux points, je montre bien que non, malgré ça, on n'est pas dans la démocratie. Et puis, il y a une chose très très importante, c'est que les forces sociales ne peuvent pas s'exercer, puisque vous prenez complètement au hasard. Donc vous avez des forces sociales, vous avez des gens qui sont très riches, il y a des autres qui sont moins riches, il y a des gens qui sont des agriculteurs, il y a d'autres qui sont des urbains.
eh bien, si vous avez moins d'agriculteurs, ben, les agriculteurs seront mécaniquement beaucoup moins représentés. Or, ils jouent un rôle social extrêmement important puisqu'ils nourrissent tous les autres, quand même. Ou les riches, ils vont être extrêmement peu représentés, mais ils ont un pouvoir économique qui est gigantesque. Donc, ils ne sont pas représentés par ce mécanisme-là. C'est un fait. C'est même ce qui est recherché par certains, on va le voir. Mais pareil sur les courants idéologiques, puisque les courants idéologiques, bah, ils ne sont pas représentés en tant que tels non plus. C'est un peu au hasard qu'on va avoir quelqu'un qui va être tiré au sort de telle ou telle idéologie, mais qui saura plus ou moins bien, qui la connaîtra plus ou moins bien et qui saura plus ou moins bien la défendre, justement. Donc, en tant que tel, les forces ne peuvent pas s'exercer en plein exercice, je dirais. C'est un fait, simplement, ça c'est juste un fait. Dernier point, les tirés au sort sont le plus souvent non qualifiés. Ça c'est une évidence, je dirais, puisqu'ils ne font pas de politique habituellement, et donc ils vont être tirés au sort, et généralement ils ne vont pas être, quand une fois qu'on a été tiré au sort, c'est généralement pas renouvelable, puis ça serait vraiment extraordinaire si vous étiez tiré au sort 2 fois, c'est même quasiment, sur une population comme la France, c'est juste impossible, quoi. Vous avez plus de chances de gagner au loto, je crois, donc vous voyez... Vous gagnez le gros lot au loto, donc bon, voilà. Enfin, le loto quand ça existait, maintenant c'est plus tout à fait pareil. Vous avez encore... C'est à peu près du même ordre de grandeur que l'euro million, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, donc les tirés au sort sont le plus souvent non qualifiés sur le... Alors, on peut trouver des moyens de corriger ça, mais bon, voilà, à la base, c'est quand même ça. Alors, autre particulier, les tirés au sort sont fatalement inexpérimentés, bon, pour la raison que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances qu'ils exercent 2 fois, qu'ils soient choisis 2 fois. Donc, ils n'ont pas d'expérience. Ce qui fait que dans les 2 cas, les tirés au sort sont fatalement influençables. Puisqu'ils vont être, soit même s'ils sont coachés pour être formés, etc., ils vont être formés par des experts, et ils vont consulter aussi des experts, et puis le choix des experts se pose. Comment choisir les experts? Qui choisit les experts? Selon quels critères? Selon quel choix? Et quel expert on va mettre plutôt en avant plutôt qu'un autre? La Convention citoyenne, d'ailleurs, elle est intéressante sur ce sujet. Il y a l'émission dont je parlais tout à l'heure sur Arte, il y a quelques petits débats, justement, comme ça, à ce sujet-là. Une autre particularité, c'est que les tirés sont souvent irresponsables. Irresponsables au sens où ils ne sont pas redevables de leur choix devant le peuple. C'est le cas justement des gens de la Convention pour le climat, c'est-à-dire ils ont choisi en leur âme et conscience, mais est-ce que si on prenait une mesure, par exemple, et que la mesure qu'ils ont choisie, elle soit délétère, admettons, bah pour eux, ça ne changera rien. Ils ont juste fait un choix, et ce choix s'exerce, et ils n'auront aucune, ni gratification, ni sanction, d'un choix qui serait fut-il bon ou fut-il mauvais. Donc les tirés au sort sont par nature non responsables. Sauf pénalement s'ils faisaient des choses, mais bon, comme tout citoyen, quoi. Voilà. Mais sur les choix, donc sur ce sur quoi ils sont mandatés, eh bien, ils sont par nature irresponsables. Un autre fait, c'est que les tirés au sort sont généralement indépendants. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances qu'ils aient de conflit d'intérêts avec le sujet sur lequel ils vont être, sur les sujets sur lesquels ils vont être tirés au sort, ou ça va être sur un sujet, mais ça ne va pas être sur tous les sujets. Donc, ils ont quand même une certaine... Généralement, ils sont souvent indépendants par rapport à des lobbies ou des choses comme ça. Et puis, ils sont souvent de bonne foi. Quand même que la majorité des citoyens sont des gens de bonne foi et vont agir pour essayer, ou tout du moins d'agir pour le bien commun. Une autre caractéristique intéressante, à mon avis, c'est que les tirés au sort peuvent être atypiques.
Ça, pour moi, c'est quelque part de très intéressant, parce que quelque part, quand on voit les gens qui sont élus, justement, ils sont généralement typiques. Bah, ce sont des militants, ce sont des gens qui ont de l'idéologie, qui sont formés, etc., qui peuvent avoir de l'expérience. Voilà, ça formate quand même une certaine... Il y a des, justement, hein, on retrouve justement des défauts que l'on a dans le tirage au sort. On ne va pas les retrouver forcément, pas les mêmes dans l'élection. On va avoir des gens. Mais du coup, on a des gens qui sont un peu formatés. L'avantage du tirage au sort, c'est que là, vous allez tirer des gens qui sont complètement atypiques. Donc des gens qui sont pas, qui peuvent être marginaux ou qui vont avoir des comportements atypiques. Par exemple, je prends souvent cet exemple-là, mais des gens, par exemple, qui vont être très procéduriers. Et même si vous en avez que très peu, ces gens très procéduriers, ils vont changer à eux seuls, ils vont pouvoir changer complètement la nature, en fait, et le fonctionnement de leur intervention. Vous voyez, parce qu'ils vont amener justement un regard décalé. Et ce qui serait accepté par des gens qui sont un petit peu du même milieu, de la même caste, bah, la personne atypique va dire, mais attendez, là, ce que vous dites, c'est pas conforme par rapport à tel principe ou à telle règle de droit ou des choses comme ça, vous voyez. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très en faveur du tirage au sort, c'est cette atypicité des personnes qui vont être choisies. Alors, maintenant, on va regarder également un certain nombre de particularités de l'élection. Alors, dans l'élection, tous n'ont pas d'égale chance d'être choisis, puisqu'on l'a bien vu, ça va être les plus militants, ceux qui sont le plus de moyens financiers, etc., hein, qui ont plus de chances d'être choisis, d'être élus. Hein. Donc c'est pas il n'y a pas une vraie égalité des chances. Hein. Mais c'est aussi par ce moyen, par ce biais, que les forces sociales peuvent s'exercer, justement. Les forces qu'on a vues économiques, mais également idéologiques ou de toute autre nature qui pourraient prendre part à la politique. Vous voyez ? Donc ça, c'est pas du tout négligeable. Donc c'est un moyen, l'élection, justement, que les forces puissent exister, les forces sociales puissent s'exercer. Alors, voilà, tous n'ont pas les mêmes chances d'être choisis, mais en théorie, malgré tout, tous les citoyens peuvent se présenter. Et factuellement, en règle de droit, c'est vrai. Hein. Bon, après, voilà, il y a des conditions, il faut peut-être se mettre dans un parti, ou essayer de créer un parti, essayer de le faire monter, comme ce qu'on essaye de faire avec une perspective de la 6ème République, et tout un tas de choses comme ça. Mais il n'y a pas normalement il peut y avoir des critères. Bon, là, il y a le critère, notamment en France pour l'élection présidentielle, c'est d'avoir 500 signatures de gens qui sont déjà en place. Bon, ça, c'est un critère extrêmement restrictif. Mais bon, voilà. En théorie, n'importe qui peut se présenter, y compris à l'élection présidentielle. Enfin, mais aux autres élections, c'est vrai aussi. Hein. Autre particularité, c'est que les élus sont corruptibles plus aisément. Justement, on les connaît, etc. Donc, c'est plus facile de les connaître et d'aller les voir et de leur dire, bah, si je t'aide à te faire ta campagne, eh bien, tu vas pouvoir... Mais il y a des solutions aussi pour ça. Est-ce en France, il y a des solutions pour ça. J'ai vu une vidéo assez intéressante il n'y a pas longtemps à ce sujet-là. La France est plutôt bien placée par rapport aux États-Unis d'Amérique notamment, par rapport à cette corruptibilité des élus. Hein. Il y a des critères, etc. Il y a des règles anticorruption qui sont assez fortes. Bon, ça pourrait être amélioré, mais il y a déjà pas mal de choses qui sont en place. J'essaierai de remettre le lien de cette vidéo qui est intéressante. Je n'ai pas mise là, mais elle me revient à l'esprit là. Ça favorise aussi les plus qualifiés et les plus expérimentés, a priori, puisque c'est des gens qui se dédient en partie à ça, qui ont je dirais, la vocation citoyenne en eux, la vocation d'agir pour la société. Hein. Alors après, voilà, mais du coup, bah, c'est des gens qui donc, vont se qualifier, vont apprendre à gérer une commune, à gérer un département, à gérer un pays, vont s'intéresser à certains aspects politiques et expérimenter, bah, s'ils sont réélus, notamment.
Et les élus sont, ou entre parenthèses devraient en tout cas, être responsables. Ils ne sont pas irresponsables, puisque voilà, ils sont responsables, redevables justement des choix qu'ils vont faire en notre nom, mais responsables en plus comme en moins. C'est-à-dire que, ne serait-ce que par l'élection, pour moi en démocratie, la sanction, c'est pas forcément, enfin, sauf crime justement, mais la sanction elle est surtout électorale, soit vous êtes réélu, soit vous n'êtes pas réélu. Et bien, en plus, si vous avez bien agi, eh bien, les gens vont voter pour vous et vont vous reconduire comme maire, comme député, etc., parce que vous êtes quelqu'un qui les représente, qui considère que globalement vous les représentez de façon valable. Et en moins, bah, si vous allez les représenter pas de façon valable, justement, bah, ils vous sanctionneront à l'élection suivante. Donc, il y a une redevabilité, or que ce qui n'est pas le cas pour le tirage au sort, on l'a vu précédemment. Et ça fait quand même que... Alors, voilà qu'on a fait un petit peu brossé un petit peu ce tableau sur les deux modalités de choix des représentants. Je vous invite, je sais que ça me semble, c'est pas facile hein, dans les discussions que j'ai sur Internet, sur Facebook avec des gens, ça, c'est mon sentiment en tout cas. Hein, il y a une difficulté à être réaliste. Donc il faut être réaliste. Si on n'est pas dans le réel, bah, ce qu'on va faire, ce qu'on va proposer, ça ne va pas marcher, jamais. Si vous mettez des roues carrées à une voiture, elle ne roulera pas. Il faut mettre des roues rondes. Il n'y a que les roues rondes qui fonctionnent. Voilà, c'est ça le réalisme. Alors, ça fait plaisir ou ça fait pas plaisir, vous préféreriez avoir des roues ovales ou des roues, je sais pas, triangulaires, parce que vous, votre esthétique, mais votre voiture n'avancera pas. Il faut faire des roues rondes pour que la voiture avance. Hein, c'est ça le réalisme. Que ça plaise ou que ça plaise pas, la réalité est ce qu'elle est. Donc je vous invite à être réaliste et on va essayer de l'être ensemble. Et la première des choses, très importante, fondamentale, les forces s'exerceront. Les forces sociales, les forces économiques, les forces idéologiques, les forces politiques s'exerceront. Vous pouvez essayer de faire comme vous voulez, elles sont là, elles sont dans la société, ils ont de la puissance. Un syndicat, etc., il a la puissance de mettre les gens en grève. Un capitaliste qui a beaucoup d'argent, il a les puissances d'investir ou de ne pas investir dans votre région ou dans votre pays, etc., etc. Ces forces s'exerceront, que vous le vouliez ou non. À partir de là, vous avez un choix. Et les forces, mais il y a la force brutale aussi, parce qu'on l'a un petit peu oublié, mais la force brutale, sur quoi reposait la noblesse, l'aristocratie sous l'Ancien Régime? À la base, c'est parce que c'est les gens d'épée, c'est les gens qui avaient pris le pouvoir parce que c'était les plus forts et qu'ils avaient cassé la gueule à leurs voisins, hein, c'est tout. La force, ça peut être aussi, on parlait, mais ça peut être juste la force brutale. Sous un régime, c'était essentiellement la force brutale. Et ça, c'est pendant des siècles et des siècles, ça a été comme ça quand même. Donc c'est ça les forces. Les forces, ça s'exerce. Et les forces, vous pouvez faire ce que vous voulez et s'exerceront. À partir de là, vous avez deux possibilités. Soit vous les niez, et c'est ce que je crains justement, qui se produit si on généralisait le tirage au sort, soit vous essayez de les canaliser. Et les canaliser, bah, justement la force brutale, notamment, mais pas seulement, eh bien c'est par le droit qu'on les canalise. Et on peut, là, et donc si je prends cet exemple-là, c'est pour montrer justement que par le droit, on peut réussir à canaliser les forces, que ce n'est pas du tout impossible. Ça arrive que les capitalistes soient condamnés par des tribunaux, y compris par des tribunaux bourgeois, comme on dit, hein, comme par les marxistes. Donc, ça peut arriver, ça existe. Le droit est un moyen prouvé, c'est réel, hein, on est dans le réel, qui fait que, alors jusqu'à un certain point, voilà, c'est pas, voilà, parce que les forces s'exercent quand même, hein, faut pas non plus... mais voilà. Mais moi je propose de dire, ne nions pas ça. Nier cela, c'est aller dans le mur, obligatoirement. Et la façon de le faire, c'est par le droit. Et le tirage au sort ne saurait s'en prémunir, parce que même dans le tirage au sort, vous pouvez imaginer que les tirés au sort, bah, peut-être ils vont être soudoyés aussi, ils pourront être aussi corrompus. Vous voyez, à partir du moment où vous avez un représentant qui soit élu ou tiré au sort, la modalité de corruption peut être faite de différentes façons. Ça peut être fait justement par les experts, par la corruption
intellectuelle, hein. C'est pas forcément de la corruption financière ou des choses comme ça. Bon, ça peut être aussi comme ça, hein, soyons clairs. Hein. Hein, c'est quand même le premier moyen. Ne soyons pas naïfs non plus. Donc, moi je dirais, croire, comme certains, moi j'ai vu écrit, hein, renverser le capitalisme, comme ils disent, par ce biais, c'est une illusion. Parce que un tel objectif n'est pas une question technique. C'est pas une question de dire, ah ben on va choisir nos représentants de telle façon ou telle autre façon. Non, non. C'est une question politique, la façon dont les gens, dont les représentants exercent le pouvoir. Justement, de canalisation des forces. Hein. Donc et c'est aussi une question de conscience. C'est-à-dire que c'est pas juste, on va changer la technique, puis personne ne va s'en apercevoir, et on va pouvoir renverser le capitalisme, comme ils disent, de façon inconsciente, sans que les gens de la population s'en aperçoivent, etc. Sans que ça soit une démarche en disant, bon, bah, là, le néolibéralisme nous mène dans le mur, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour corriger ça, et dans quelle direction aller? Le tirage au sort, ça serait magique, si vous voulez, quoi. Hein, ça va donner l'orientation directement. Non. Ce n'est pas une question, un point technique qui permettra de résoudre un problème politique. Être réaliste, c'est aussi de dire, là c'est des arguments plus mineurs, mais qui sont quand même importants, tout le monde veut pouvoir participer et donner son avis. Moi personnellement, moi on me met... ah, qu'est-ce qui se passe? Reconnexion en cours, voilà. Donc a priori, il y a eu une petite interruption. Ah. Alors, il y a une interruption de la diffusion. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a été déconnecté? Ah, ça y est. La reconnexion vient de s'opérer. Donc, je peux, je pense, reprendre la vidéo. L'émission interrompue, elle pourrait reprendre. Alors là, ouais, alors sur YouTube, visiblement, ça a posé problème. Voilà, je pense que ça... Ah, je suis désolé. Si on a des coupures ainsi, c'est vrai que c'est assez ennuyeux quand même. Alors là, sur Facebook, on est revenu, hein, visiblement. Sur Facebook, on est de nouveau en direct. Reprendre. Ouais, voilà. Sur Facebook, ça fonctionne, mais sur YouTube, j'ai l'impression que non, on n'a pas ça se reconnecte pas sur YouTube. Bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça, et on rediffusera plus tard sur YouTube. Bon, excusez-moi. Donc je reprends. Donc le cas limite, c'est voilà, c'est de se dire, mais moi je veux pouvoir lire, je veux pouvoir élire mes représentants, je veux pouvoir élire mes élus. Je n'accepte pas de pas voter, quoi. Enfin, pour moi, moi je suis prêt à me battre pour ça, quoi. Faut être clair, quoi. C'est-à-dire, au cas limite, on pourrait dire une vie entière, en fait, il n'y a que les tirés au sort. Hein. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est un cas limite. Mais si on pousse, c'est toujours intéressant de pousser aux limites un raisonnement. Si le tirage au sort, on pousse aux limites, bah, une vie entière, il y a très peu de chances que vous soyez tiré au sort, donc on ne vous aura jamais consulté sur les choix qui sont faits. Ça sera toujours que des tirés au sort. Bien, j'ai dit c'est bien un cas limite, mais vous n'aurez jamais pu vous exprimer toute votre vie. Bah, non, pour moi, c'est en aucun cas une bonne façon de diriger et de faire des choix actifs, quoi, des choix politiques. Et un autre cas limite, seriez-vous prêt à ce que votre maire soit tiré au sort? On choisit une maire, tiré au sort. Ou, pareil, alors encore plus à la limite, le président de la République, il est tiré au sort. On prend n'importe qui, on le met président de la République. Bon. Pousser aux limites les raisonnements, je pense quand même que montre justement les limites de ces possibilités. Et dernier point important, la démocratie totale est impossible.
Ça, je pense que ça, c'est les gens qui parlent de démocratie directe, ils pensent qu'on va pouvoir faire la démocratie totale. C'est une illusion, ça ne peut pas exister. J'ai fait une émission il y a longtemps, au mois de juin dernier, je crois, sur ce sujet-là. La démocratie totale est impossible, totalement impossible. Totalement impossible. C'est prouvé, reprouvé, archi-prouvé. Bon, si ça n'a jamais eu lieu jusqu'ici et qu'on est toujours passé par des voies, etc., de représentation, etc., c'est pas pour rien. Hein, c'est parce que ce n'est pas possible. Et nous ne sommes pas plus intelligents que nos prédécesseurs. À partir de là, que faire? Parce qu'on voit bien quand même que l'élection a des intérêts, mais le tirage aussi, au sort aussi, a un certain nombre de vertus. Et puis la première chose qu'il faut bien en compte, c'est qu'il faut canaliser les forces. Et donc comment faire? Ça c'est important, donc comment faire, sachant qu'on veut que les forces soient canalisées, parce que sinon elles vont s'exercer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des coups d'État, il va y avoir des invalidations. Enfin, il y a eu déjà des processus constituants, on prenait l'Islande, etc., qui est cité, mais ce qu'on oublie souvent de dire, les gens qui citent l'Islande, par exemple, ils oublient de dire qu'au final, il y a eu un processus constituant, mais il a été invalidé. Parce que les gens, à la fin, ils n'ont pas validé la constitution qui était sortie. Vous voyez? Donc les forces finissent par... Et si ça n'avait pas marché de cette façon-là, je peux vous mettre mon billet, qu'ils auraient trouvé d'autres moyens, juridiques ou militaires, jusqu'aux moyens militaires, s'il le faut, hein, pour faire ça. Bah, on le voit notamment avec les constitutions bolivariennes au Venezuela, on voit ce qui se passe avec les États-Unis, avec les embargos, etc. Ça peut aller jusque-là, hein, soyons clairs. Donc il faut être conscient de tout ça. Donc les forces, voilà, il faut savoir les agresser, les adresser et les canaliser. Donc comment faire? Eh bien, poser au départ des exigences inaliénables et universellement reconnues. Des choses qui sont tellement fortes et tellement universelles que vous ne pouvez pas ne pas y adhérer, que chaque être humain ne peut pas y adhérer. Et ça, c'est la base, c'est le cahier des charges minimal, je dirais, auquel tout système politique, toute politique doit satisfaire. Donc là, vous avez une base comme ça. C'est ce que nous appelons les besoins du corps et de l'âme, hein, et c'est ce que nous mettons dans le préambule, qui est plus fort que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bien évidemment. Après, il y a l'action. Eh bien, pour l'action, il faut que les forces puissent s'exercer, et donc pour l'action, eh bien, les forces peuvent s'exercer. Mais, pour pouvoir les canaliser, il faut peut-être pas les centraliser, comme c'est le cas dans la Ve République aujourd'hui, mais au contraire les distribuer les pouvoirs et les moyens qui vont avec. Et donc, si on déconcentre les pouvoirs, donc le pouvoir ne se partage pas, mais il peut se distribuer. On peut avoir différentes concurrences de différents types de pouvoirs. Donc ça, c'est tout à fait important. Et puis, du contrôle. Donc là, pour l'action, l'élection, elle est incontournable. Par contre, pour le contrôle, et pour qu'il s'exerce de façon réelle, il faut qu'il ait ses moyens propres et indépendants. Évidemment, pareil, dans la même idée. Là, effectivement, le tirage au sort est tout à fait pertinent. Puisque là, justement, je parlais tout à l'heure des personnes atypiques, eh bien, on va pouvoir retrouver justement des personnes atypiques qui vont être très pertinentes dans ce rôle de contrôle et de bon respect justement des principes universels, mais également des autres règles de droit ou des engagements qui ont été pris devant les électeurs. Donc là, le tirage au sort, dans le contrôle, là, je pense qu'il est particulièrement pertinent et efficace. Alors peut-être pas seul, mais au moins qu'il y ait une dose de tirage au sort, ça me semble effectivement une très bonne idée ici. Et puis, il faut un certain nombre de circuits courts pour, et en premier lieu le RIC en toute matière, au cas où il y en aurait quelques-uns dans ces gens-là qui voudraient un petit peu s'accaparer un petit peu de pouvoir ou dévier, et bien justement avoir le RIC en toute matière, permettant, donc révocatoire, etc., et constituant, et bien à partir de là, ce RIC en toute matière permet au peuple, s'il le juge nécessaire, de reprendre la main et de dire « Ah, attendez, là vous prenez une mauvaise direction, on reprend la main
Et sur ce sujet-là, il faut pas faire de cette façon-là, mais nous, on veut que vous fassiez de cette façon-là. Avec cet équilibre-là, action, contrôle et circuit court, si nécessaire, je pense qu'on peut arriver à trouver un rôle et une modalité, donc élection et tirage au sort, qui permettent d'équilibrer les choses, et démocratie directe, pour les cas qui le nécessitent. Là, je pense qu'on arrive à quelque chose qui repose sur 3 pieds. Alors, pour aller plus loin, parce que là, on arrive presque au terme de cette émission, mais pas tout à fait. Je voudrais vous donner notamment un éclairage d'André Bollon, mon ami André Bollon, donc président de l'Association pour une constituante, qui a écrit un article à la fin 2020, pourquoi tant de haine pour le peuple, où justement il argumente sur cette notion de tirage au sort, qui lui il est très opposé au tirage au sort, puisqu'il le voit comme une délégitimation du suffrage universel, comme outil d'expression de la volonté des citoyens. Donc bon, l'article dit beaucoup plus de choses que ça, mais voilà, le message principal, je dirais, c'est comme ça. C'est celui-ci. Donc je vous invite à le lire, vous retrouverez le lien effectivement sur le site. Pour finir, je voudrais quand même mettre en garde, parce qu'on l'a vu tout à l'heure sur cette mode du tirage au sort, et on a vu les gens qui en parlent. Il n'y a pas que des gens fréquentables, je dirais, dans ce qu'on a vu. Je pense que c'est un outil à la mode qui peut démolir la société. Justement, le contrat social. Qui peut permettre des tripatouillages, notamment, parce qu'on parle des quotas pour les minorités. Donc là, on sort de la démocratie, là, complètement. Ça peut détruire la nation, le peuple, quelque part, en lui-même, puisque dire, mais attendez, on fait plus peuple, moi, une minorité, pourquoi est-ce qu'elle a plus de voix plus de chances de s'exercer que moi? On fait plus peuple. Ça risque de détruire les partis, c'est-à-dire que quand même, les partis, je m'excuse, mais je sais que ça va déplaire à certains, mais un parti, c'est quoi? C'est le moyen de s'organiser politiquement pour des gens qui partagent les mêmes opinions. C'est-à-dire qu'on interdirait... Alors je sais que Simone Veil, elle dit ça, hein, notamment, elle a toute une diatribe à ce sujet-là, avec des arguments que je comprends. Mais les gens qui partagent des opinions, vous n'allez pas les empêcher de s'organiser. Même si vous l'interdisez, vous n'empêcherez pas les gens de le faire. Ils s'organiseraient de façon secrète. Ça fait partie des choses. Donc, détruire les partis, ça me semble à la fois illusoire et dangereux et bête, puisque de toute façon, comme je dis, ils s'organiseraient de toute façon. Et puis, une autre mise en garde, le système peut reprendre cette idée de tirage au sort à son profit. On le voit bien avec cette convention citoyenne sur le climat, puisque voilà, on le met en exemple, et puis voilà. Et donc après, ils choisissent ce qu'ils veulent, après ils ont toutes les modalités, je leur fais confiance pour trouver les modalités qui vont permettre de faire ce qu'ils veulent avec ça. Et donc, ils peuvent même le proposer, là pour les élections, notamment avec le déficit, la décrédibilisation des élus, ils pourraient très bien dire, il n'y a pas assez de candidats aux élections, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même ça. On parle beaucoup de démocratie participative, mais ce qui se passe, c'est pas c'est un déficit de participation, c'est-à-dire que les gens sont devenus tellement des consommateurs qu'ils ne sont plus des citoyens. Et n'étant plus des citoyens, plus personne ne se présente aux élections. Ou quand ils vont voir un élu, ils se présentent comme un consommateur en disant « Ah ouais, mais vous me devez ci, vous me devez ça, etc. » Ils ne sont plus dans une démarche citoyenne. Et donc le système pourrait très bien dire « Ah qu'à Saint-Étienne, on ne trouve plus de candidats pour les élections locales, eh bien on va les tirer au sort. » Alors là, ça y est, c'est fini. Là, c'est le maire qui est plus élu, c'est le conseil départemental, c'est des gens, alors là vous leur mettez, comme dans les cours d'assises, vous choisissez des gens au hasard, vous mettez des encadrants qui vont bien, c'est les juges dans les cours d'assises et les 2 assesseurs,
qui vont les travailler, et ils vont rendre le jugement, ils vont suivre le jugement que souhaite le président. Hein. Et voilà comment ça va. Et c'est fin de la démocratie. Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ils peuvent très bien tout changer en façade pour ne rien changer sur le fond. Et ça, le tirage au sort peut être un levier pour ça. Pour moi, ça peut être le fossoyeur, justement, de la démocratie. Donc je me mets vraiment en garde là-dessus. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, hein, je ne suis pas opposé à 100%, mais dans certains cadres et sur certains périmètres, mais certainement pas d'une manière générale, parce que ça, je rappelle qu'on va vers la barbarie, et ça, c'est un moyen, justement, à la mode, de gens qui pourraient nous emmener vers ça. Je rappelle, hein, j'en ai parlé notamment lors de la chronique des barbaries du 31 juillet dernier, en citant Achille Mbembe, dans son article « L'âge de l'humanisme se termine », où il pose la question pour le XXIe siècle. La question de savoir si la civilisation peut donner naissance à une forme quelconque de vie politique est le problème du XXIe siècle. Ça, il posait cette question-là. Vous voyez, est-ce qu'il peut y avoir une vie politique? Avec le tirage au sort, vous pouvez supprimer complètement toute la vie politique. Si vous prenez n'importe qui, quelle que soit l'opinion, sans aucun critère de choix. C'est un chemin, donc je mets en garde vraiment là-dessus, ça peut être, si on le pousse, c'est un chemin qui nous mène à la barbarie, et qui peut être récupéré, justement, par le système, ou par d'autres, hein, d'autres oligarques, pour, justement, nous amener vers la barbarie. Plus vite encore. Voilà, j'arrive au terme de ça. Ne jouons pas aux apprentis sorciers, c'est un peu ça que je voudrais... Ce message, en gros, c'est ça. Ne jouons pas aux apprentis sorciers sur ces sujets-là. Alors, on arrive au terme de cette émission. Je voudrais rendre hommage à des victimes, à une victime des barbaries, de nouveau aujourd'hui. Floirac, en Gironde. Pierre Sourjean, un retraité de 68 ans, a été découvert inconscient et grièvement blessé par un habitant le 10 avril. Il est mort sur place, peu après. L'autopsie a confirmé que le sexagénaire avait été frappé à mort. Cela pour une simple remarque. Un des auteurs se serait vanté d'être directement impliqué dans la mort de Pierre Sourjean. Ceci a permis d'interpeller 3 jeunes hommes âgés d'à peine une vingtaine d'années. Par la suite, un jeune couple du même âge s'est rendu à la police. J'ajouterai pas de commentaires. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc, vive la première démocratie, vive la 6e République, vive la France. Reprenons espoir, c'est tout à fait possible, mais pour cela, il faut passer à l'initiative. Ça commence, si vous voulez participer à la consultation sur le plan d'urgence, vous inscrire sur une perspective, la 6e République.org, le site, et puis commander les manifestes émergence et les mini-cartes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et puis passez à l'action pendant qu'il est encore temps. Au revoir.